Bien le bonjour, chers compagnons d'infortune. L'histoire que je vais vous conter se passe dans un donjon d'une contrée lointaine. Il était une fois deux aventuriers de deux mondes différents. Tom Tom, un elfe guerrier et magicien de la Ligue des Architectes. Bonjour, je m'appelle Brice Aramini, donc je suis architecte SIG dans le monde de la géomatique depuis 15 ans. Et pour aujourd'hui, je serai Tom Tom pour l'aventure. Et Nanar, un nain barbare de la guilde des devs. Bonjour à toutes et tous, je suis Sylvain Gougouzian, on connaît plus sur nom de Gouze d'habitude. Je suis dev et formateur sur Clermont-Ferrand et Lyon, Grenoble, etc., plus la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour cette histoire, je serai Nanar. Alors qu'ils se trouvaient dans le donjon d'Edalionis à Souchet, nos deux aventuriers semblaient perdus. Nanar, tu vois, je crois que ta carte, elle est obsolète. Tom Tom, il n'y a pas d'autre solution pour trouver le boss. Bien sûr, Nanar. Après s'être bien glossé de la mésaventure de son compagnon, Tom Tom lui répondit Tu vois, Nanar, l'objet magique que j'ai en main, ce téléphone que je tiens là, va nous guider. Tom Tom, tu ne crois pas à la magie, tu sais bien. Comment fonctionne cette diablerie? Découvrons-le ensemble. Découvrons-le ensemble. Déjà, Nanar, il faut savoir, Pardon, vas-y. si tu peux éviter de passer tous mes slides, ça m'arrangera. Je sais que je suis un peu long à parler, mais quand même. Vas-y. Il va falloir qu'on la dessine, cette carte. Parce que là, on ne sait pas trop où on va. Et donc, on a eu plein de précurseurs qui ont fait plein de travail avant nous. Il faut savoir que la cartographie, c'est quelque chose de très lointain. On a commencé par dessiner des cartes sur les murs des grottes, par rapport à ce qu'on voyait autour de nous. Donc, on dessinait les montagnes, les rivières. Mais on peut considérer que les premières cartes, donc des cartes qu'on peut déplacer, étaient des pierres gravées. Donc, on a un exemple, celle-ci, la pierre du Gassur, qui était une première représentation d'une carte qu'on peut voir de nos jours, qui était transportable, où on peut voir les rivières, les montagnes, et tout ce qui entourait la zone où les personnes étaient. Après, il faudra attendre les Grecs pour pouvoir travailler, et surtout réinventer un peu la cartographie, et avoir les premières notions de cartographie, avec en premier Pythagore, qui fut le premier à indiquer que la Terre était ronde, mais aussi Ératosthène, qui fut le premier à calculer la distance d'un méridien, donc d'environ 39 000 km, et tout ça 2 siècles avant Jésus-Christ. Ensuite, on a eu les premières cartes routières, comme on l'a de nos jours, qui a été fait par les Romains. Donc ça, c'était la carte de Pöttinger, donc qui était vraiment la représentation des points d'intérêt, des routes, et de tout ce qui pouvait être utile pour le déplacement et la marchandise, le transport de marchandises entre les différents ports et lieux utiles de Romains. Ensuite, on a eu un autre grec, Ptolémée, lui, qui a commencé à mettre vraiment sur papier les notions de la cartographie, donc de savoir comment faire, comment la dessiner, et qui a utilisé les premières projections, donc de transformer la Terre ronde en une carte plane. Et donc, il a dessiné les premières cartes du monde. Il réalisa quand même beaucoup de cartes à son époque. Il en produisit 26 différents du monde. Donc il faut savoir qu'après Ptolémée, on a eu un peu de mal à faire poursuivre ces infos-là. Donc pendant le Moyen-Âge, on a beaucoup produit de cartes, mais on restait sur la même façon de produire les cartes, avec de l'astrolabe, le bâton de berger, des choses comme ça. Et on faisait beaucoup de cartes. Il aura fallu attendre le 17e, non, le 15e siècle, excuse-moi, pour pouvoir revoir des nouveautés. Donc, avec en 1525, Oronce Dauphine, qui produisa ce qu'on pourrait appeler des cartes modernes, donc plus précises, plus affinées, plus de détails, donc comme on peut le voir à l'écran. On a aussi après donc, le retour des grandes cartographies, donc en France particulièrement. Pierre Descellier, qui fut le fondateur de l'école de cartographie en France, à Dieppe, et qui commença à apprendre la cartographie aux gens pour pouvoir dessiner des cartes.
Donc avec son école à Dieppe, il a formé des cartographes et il a dessiné aussi un grand nombre de cartes, telles que celles qu'on peut voir à l'écran. Ensuite, on a eu une nouvelle révolution dans le monde de la cartographie, avec un personnage qui s'appelle Gérard Mercator. Et force GG. Ouais. C'est Mercator pourtant, mais non, il n'a pas tort. Non, il n'a pas eu tort, qui en 1569, qui produisit lui aussi un grand nombre de cartes et surtout un atlas, qu'il le produisit avec une nouvelle projection. C'est la projection qui est une projection cylindrique tangente à l'équateur et en fait qui est une projection qui permet de conserver les angles. Il faut savoir que de nos jours, la projection Mercator, elle est toujours utilisée dans les cartes marines et donc c'est quelque chose qu'on retrouve couramment dans le monde de la cartographie. C'est une des principales projections qui est utilisée et donc à l'heure actuelle, elle porte son nom, la projection Mercator. Ensuite, on aura Louis XIV qui demanda donc, à l'Académie des sciences de France de produire des cartes entières de tout le royaume de France. Donc il demanda ça en 1671. Et donc il aura fallu plus d'une cinquantaine d'années pour produire des cartes avec une même famille qui était à la tête de l'Académie des sciences, qui était la famille Cassini. Et donc il nous produisit les cartes couvrant l'entièreté du royaume de France pour Louis XIV. Donc ils auront fini le premier lot de cartes françaises en 1749. Ensuite, donc c'était début du 19e, donc là c'est Napoléon Bonaparte qui voulut lui avoir des cartes encore plus précises, que ce soit pour les utiliser sur les terrains de conflit, ou bien les utiliser donc, pour la France, et c'est grâce à lui que la France a pu se doter de ce que l'on connaît aujourd'hui comme le cadastre. Il a été l'initiateur du cadastre, donc déjà à l'époque de Napoléon, on voulait faire de la fiscalité sur le terrain. Donc là, on a un exemple de carte qui a été produite sur des zones de conflit où Napoléon menait des guerres. Ensuite, c'est Louis XVIII, lui, qui a voulu avoir des cartes aussi du Royaume de France. Il y avait celle de Cassini qui avait été produite, mais il ne les trouvait pas assez précises. Et donc, il a demandé à refaire l'intégralité des cartes de France, ce qu'on appelle maintenant de nos jours les cartes d'état-major, donc qui sont des cartes ultra précises, très détaillées, de la France, et donc il en avait demandé la production, et il y en a eu 965 qui ont été produits. En France, il faudra attendre 1920 pour avoir un peu de changement, donc surtout avec l'Institut géographique national, donc l'IGN, qui est le principal producteur de cartographie en France. Donc lui qui, en 1920, a décidé d'adopter une nouvelle projection pour pouvoir produire des cartes françaises. Et donc, ce moment-là, donc, il a produit des cartes pour la France. Dans les années 50, après les deux guerres, on a eu un traité qui a été signé avec l'OTAN pour pouvoir harmoniser les cartes militaires. Et donc, ce qu'on appelle des cartes de type M662, qui sont des cartes militaires à une très grande échelle, et donc qui permet en fait d'avoir une symbologie, une typologie, une précision de la carte bien définie, et ce qui permet d'avoir des cartes très précises, comme on peut le voir sur celle qui est à l'écran actuellement. Donc on voit que c'est des cartes qui permettent même de stimuler la 3D. Donc, ce qui est très intéressant d'un point de vue militaire quand on a besoin de faire des interactions. Mais il faut savoir aussi que l'IGN ne fait pas que des productions militaires ou des choses comme ça. Ils ont aussi fait ce qu'on appelle des cartes de prestige. Et donc ils en ont produit pour le Mont Blanc, donc 9 cartes, en 1958. Donc là, ça a été des cartes vraiment à but décoratif pour montrer le savoir-faire français. Et donc, ils ont utilisé pour produire ces cartes-là une nouvelle technologie qui s'appelle la stéréophotographie. Donc, c'est l'utilisation des photos aériennes pour pouvoir reproduire les cartes et donc dessiner en 3D réellement pour reproduire les cartes et avoir une fidélité très, très fine. Il faut savoir que là, on a quand même des cartes qui sont très colorées, très détaillées. Et donc, ce n'est pas toujours le meilleur moyen de les utiliser. Et donc, en 1972, l'IGN a décidé de simplifier la symbologie et donc d'avoir des cartes plus simples à lire, que ce soit pour les utiliser pour la randonnée, mais aussi pour l'urbanisme, pour le cadastre, pour la fiscalité. Et donc, tout ça, ça a été fait en
en 1971 et on a produit des nouvelles cartes, plus légères à lire et donc plus faciles, plus utilisables. Il faut se dire que maintenant, de nos jours, je pense que si on fait un peu le tour dans la salle, oui, dans la carte, vous êtes peu nombreux à utiliser des cartes papier et que vous utilisez tous vos téléphones pour vous déplacer ou pour regarder quelque chose, que ce soit avec Google Maps ou avec des données que vous utilisez aussi, je pense couramment sans le savoir, qui est OpenStreetMap, une fondation qui permet de produire de la donnée carto. Et donc tout ça, ça a été grâce à une nouvelle science qui est née dans les années 60, qui s'appelle la géomatique. En gros, c'est la science de la géographie qui rencontre l'informatique. Donc c'est bien la contraction de géographie et informatique. C'est un terme qui est apparu en fait en 1960 par Bernard Dubuisson. Et en fait, l'objectif de la géomatique, c'est 3 options. Donc la collecte d'informations, que ce soit sur le terrain, à partir de photos, à partir de données satellites ou toute autre donnée qui permette de représenter la cartographie. Le traitement de ces données, donc pour les rendre utilisables, et surtout, le dernier, la diffusion. Maintenant qu'on sait se repérer, qu'on sait comment faire une carte, comment on peut se repérer sur cette carte? Eh ben, en fait, on va... Simple, c'est marqué, vous êtes ici. Oui, ça c'est sur le plan d'accord. du métro. Ok. Et pour faire ça, en fait, on a utilisé donc, ce que je vous présentais, ce que je parlais tout à l'heure, donc des différentes projections, que ce soit du Mercator, du Lambert, comme j'ai pu en parler. Mais en gros, ça, c'est des projections qu'on va dire projetées. En gros, c'est la transformation de la Terre, donc, qui est ronde, en une carte plate. Donc, on aura des coordonnées qui seront souvent affichées en X, Y, ou en Z même maintenant. Et sinon, on a un deuxième système qui est le système non projeté. Donc là, c'est un système de coordonnées. Et donc lui, souvent, on va parler de longitude-latitude, chose qu'on utilisera plus facilement dans vos GPS, dans les GPS ou dans les cartes marines pour pouvoir se localiser. Ces systèmes-là, en fait, ils sont basés, donc, comme je disais, les systèmes projetés, c'est de transformer la Terre ronde en une carte plane. Et donc, il existe plusieurs façons de le faire. Et chaque façon de le faire va avoir un inconvénient ou des avantages. Donc, on a en fait trois grandes façons de projeter la Terre sur une carte. La projection cylindrique, comme on a pu le voir avec Mercator. Celle qu'on connaît tous, en fait, avec les cartes qu'on avait en classe ou autre. Voilà. On voyait que le Groenland était aussi grand que l'Afrique, par exemple. Et donc, qui conserve les angles, mais qui ne respecte pas les distances. Donc, ce qui permet d'avoir des terres très grandes alors qu'elles sont petites. Voilà, comme l'Australie, qui paraît tout petit alors que c'est un immense territoire. La projection conique qu'on utilise en France, donc nous en France on utilise le Lambert, la projection Lambert, donc soit le Lambert 93, soit le Lambert 2 étendu, qui sont deux projections coniques qui permettent en fait à la France de pouvoir avoir des cartes précises et de concerner un peu les longueurs, d'avoir moins de distorsion. Et sinon il y a une dernière projection qui est un peu moins utilisée, qui est la projection azimutale, donc là c'est par rapport à un pôle, et on projette sur la carte. À savoir que je vous parlais des systèmes de coordonnées. Donc eux, ce n'est pas des systèmes projetés, donc c'est vraiment sur une sphère. Et donc lui, c'est ce qu'on utilise tous dans nos GPS, c'est le système, le WGS84. Donc lui qui est vraiment un système projeté en longitude-latitude. Et maintenant, si on réfléchissait à comment on se dirige à partir de toutes ces infos. Oui, donc comme tu l'as montré, on a pu voir des cartes, etc. Mais en fait, comme on l'a vu sur Mercator, tu as des problèmes parfois de distance. Donc comment on fait pour calculer une distance entre deux latitudes et longitudes? En fait, comme on peut le constater, si on se met sur les pôles, en fait, 1 km sur les pôles ne va pas être la même représentation sur 1 km sur l'équateur. Et pour ça, on a une formule d'Aversine. Alors, je vous rassure, elle est toute petite, mais si je vous dis, c'est pas très compliqué, c'est juste la fonction d'Aversine qui est sur la distance sur le rayon de la Terre, c'est égal à la fonction d'Aversine avec les latitudes A moins latitude B moins latitude B plus cosinus. Oh, c'est simple, c'est super simple, vous inquiétez pas. Bon, en fait, si on détaille un peu plus simplement et qu'on fait un petit peu de code, alors je suis désolé, ça va être tout petit le code. En gros, là c'est en JavaScript. On convertit en radians parce que nos fonctions de sinus et cosinus sont en radians et pas en degrés.
On fait un rayon de la Terre qui est de 6371 km, et en fait, on s'aperçoit que, surtout quand on fait un peu de mathématiques, c'est les latitudes qui vont le plus dépendre du calcul des longitudes pour avoir une vraie distance. Ça, c'est une formule un peu barbare qui est très pratique quand on veut faire des calculs de distance, combien de kilomètres on a entre deux points, entre deux villes, etc. Donc c'est Haversine qui est sous le capot. Mais surtout, en fait, quand on veut se déplacer d'un point A à un point B, on a quelque chose qui nous a un peu tous traumatisés en école d'ingé ou en IUP ou autre, en fait, ce qui était la théorie des graphes. Donc la théorie des graphes, en fait, ça a été fondé un peu par Leonhard Euler. Je pense que tout le monde connaît Euler, en fait. Donc il me semble qu'il est allemand à la base, ou suisse. Non, il est suisse. Ah oui, j'ai mis une petite icône, il est suisse au 18e. Et donc un jour, qui était en visite à Königsberg, un de ses potes lui a dit écoute, j'ai un petit problème pour toi, toi qui es fort en maths. Il y a 7 ponts dans la ville et j'aimerais bien faire un petit parcours où je passe parmi les 7 ponts, mais sans repasser par le même. Et donc, comme ça est née la théorie des graphes, en fait. Et on dit que la résolution de ce problème, c'est vraiment le premier théorème de la théorie des graphes. Et de là, on a découlé une formule que ça aurait pu plus simple si c'était 3 parce que ça faisait safe, c'était plus simple à retenir. Mais en gros, c'est que la somme des sommets moins la somme des arêtes plus la somme des faces d'un volume doit être égale à 2 pour que ça soit dans un système fermé pour qu'on puisse calculer dans la théorie des graphes. Puis pendant 150 ans, pas grand-chose a bougé en fait sur cette partie de théorie des graphes. Et puis est arrivé un gars avec un nom imprononçable parce qu'il est hollandais et ça s'appelle finalement Dijkstra. C'est très simple, c'est Dijkstra. Esger en fait est un informaticien qui est un des pères de l'algol, donc un des premiers langages d'info qu'on a. Et en fait, lui a repris un peu ce côté-là et a essayé de pondre un théorème pour calculer le chemin le plus court entre deux points. Ce que je vous propose, c'est qu'on le revoie, l'algorithme de Dijkstra. Donc, en 1959, ça a été créé, et donc l'idée, c'est de faire le plus court chemin entre deux points. On va considérer ce système comme ça, de A, B, C, D, E, F par des villes. Les numéros qui sont entre les deux villes, en fait, ça va être la distance. Ce n'est pas forcément une distance physique, mais plus une distance réelle. Par exemple, entre E et F, on peut imaginer que F est en haut de la montagne et E est en bas de la montagne. Il y a plein de zigzags. Donc, il faut longtemps pour y aller, alors qu'en fait, on contourne un peu la montagne, et voilà. Donc, l'algorithme de Dijkstra, c'est très simple. En fait, on va partir du point A, et on va noter en fait toutes les possibilités qu'on a à partir de chaque point dans lequel on va aller, et on va prendre à chaque fois le plus petit. Donc là, on va prendre notre tableau qu'on va remplir au fur et à mesure. Je suis désolé pour ceux qui sont au fond, c'est un peu petit. Mais on va noter 0A, parce qu'en fait, on vient de A. De A, en fait, je peux aller soit en B, soit en D. Et donc, je vais noter 7A pour B, et puis 15A pour D. Je vais prendre le plus petit, ça va être B, donc je vais prendre 7. De B, je peux aller soit en C, soit en E. Par contre, je vais continuer quand même de noter mon D, parce que si j'arrive sur un chemin qui me ramène sur le D, je vais le comparer en fait en termes de distance, s'il est plus court ou pas, de faire AD plutôt que de A, B, C, machin, etc. Donc là, en fait, je calcule et je vois que E, c'est mon plus rapide. C'est que 11, donc voilà. Donc on va noter 11B, parce qu'on vient de B. Comme ça, on se souvient de par où on est passé. Donc, je continue, et là, de E, je pouvais aller à D, ou je pouvais aller à F. Et donc là, en fait, je vois que si je fais 11 plus 2, ça me fait 13, et 13, c'est bien inférieur à 15. Donc, dans la colonne de D, je vais mettre 13E. Et ainsi de suite, on va continuer jusqu'à arriver à notre point final, qui est donc F, et on remonte tout le tableau, et donc on va avoir F, C, D, E, B, A. Donc le chemin, en gros, ça va être A, B, E, D, C, F. Marrant, on passe par toutes les villes, c'est un pur hasard. Donc, l'algo de Dijkstra, il est bien, on est sûr d'avoir le chemin le plus court. Par contre, il est un petit peu fastidieux, il y a plein de calculs qui sont faits, il faut qu'on calcule toutes les probabilités. Là, on a un système assez simple, imaginez sur un truc un peu plus complexe, ça va être beaucoup plus long. Et donc de là, on a découlé un nouvel algo qui est souvent utilisé dans nos GPS, qui est l'algorithme ASTAR. En fait, il y a d'autres déclinaisons, ASTARB, etc. Et en fait, les trois gars, là, Peter Hart, Niels Nilsson et Bertram Raphael, se sont dit « Ok, l'algo de Dijkstra, il est top, mais c'est chiant de tout calculer clairement. En fait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire ça beaucoup plus rapidement ?»
Et en 68, ils se sont dit, bah, en fait, on va rajouter la distance à vol d'oiseau, du point où on est pour aller au point le plus proche de la fin. Ça fait qu'on va orienter un peu nos calculs et éviter de calculer des chemins qui sont derrière. Donc, si je reprends mon schéma de tout à l'heure, c'est exactement le même. On va prendre la première étape. Ben, de A, je peux aller à B ou D. Et en fait, à vol d'oiseau, je vois que D est plus proche que F. Mais si je fais ma somme de 7 plus 16, c'est égal à 23, alors que 15 plus 13, c'est égal à 28, ben, je vais quand même garder mon B. Ensuite, sur la seconde partie, de B, je peux aller à C ou E. Donc là, je vais trouver que E est le plus rapide à vol d'oiseau. Puisqu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, E était en bas de la montagne, en fait, alors qu'à vol d'oiseau, c'est très très proche. Donc on va passer de A, B, E. Non, A, B, je ne sais plus. Bon, A, B, E, ouais. Et en fait, de E, on peut aller à F directement, ou je peux aller à D+. Voilà, ça, ouais. De D, je peux aller à F directement. Et en fait, on voit que finalement, le plus rapide, c'est A, B, E. Oui, A, B, E, F. Donc, clairement, on a fait beaucoup moins d'étapes de calcul que d'extra. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde cette petite vidéo de 30 secondes qui fait une comparaison entre les deux algorithmes. En gros, c'est, je crois, vers New York. On va partir d'un point A, la source, et on va aller à un point B qui est le target. Et là, on voit bien que Dijkstra, il va calculer toutes les rues, les points possibles, etc. Et puis, dès qu'il va arriver au point, il va nous dire, OK, le chemin le plus rapide, c'est celui-là. Le chemin le plus court, pardon, c'est celui-là. Et donc là, elles sont accélérées, mais en gros, ça a mis 19 secondes. 19 secondes 18, exactement. Et on va faire la même chose avec Astar, qui, pour rappel, prend le vol d'oiseau. Et donc, vous allez voir que, clairement, on prend la même source, on prend la même destination, et il y a plein de zones qui ne sont pas calculées, parce qu'en fait, c'est la plus proche. Ça a été très rapide pour calculer, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, le chemin n'a rien à voir. Ça a pris que 3 secondes pour calculer au lieu de 19 secondes. Et en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'avec Dijkstra, si on fait la somme des chemins, en fait, on arrive à 21 km, on va dire, si on met ça en kilomètres, 21 km, alors qu'avec Astar, on a 25 km. Et donc, nos GPS, eux, ils ne vont pas s'embêter à tout calculer, tous les chemins, etc. Donc, souvent, c'est du Astar, et c'est pour ça que parfois, vous avez une différence entre ce que vous faites dans la vraie vie, et que vous savez que ce chemin-là est plus court, et que le GPS vous propose un chemin alternatif, en plus des trafics, etc. Donc, Astar est très pratique. Il donne une approximation du chemin le plus court, mais avec une petite tolérance et, par rapport à Dijkstra. Il existe d'autres algos dans le milieu de calcul d'itinéraire. On a par exemple le calcul du VRP. Le VRP, donc pour les représentants, en fait, c'est pour aller d'un point A à un point B. Mais on lui dit qu'on veut passer par tel endroit, tel endroit, tel endroit. Par exemple, je pense que tous ceux qui font des commandes sur Amazon, vous voyez vos livreurs qui passent par des chemins, puis vous vous dites, putain, pourquoi il est passé chez mon voisin, et après il passe à un autre endroit, etc. En fait, c'est des algos de VRP, justement, qui calculent les chemins les plus simples pour le livreur, qu'il n'y ait pas de demi-tour à faire, ou tous ces trucs-là. Et donc, il calcule toutes les permutations. Les permutations, en gros, il va tester toutes les combinaisons possibles entre les points A et points B pour savoir quel est le chemin le plus efficient pour le livreur, à la fois en temps et à la fois en kilomètres. Mais donc, c'est cool, je sais comment maintenant c'est calculer les itinéraires, mais on fait comment pour savoir exactement où on est et comment il sait qu'on reste sur le même chemin? Et bien ça, on va le voir avec une technologie qui s'appelle le GPS. Donc, on en parle depuis tout à l'heure. Alors, à savoir que la signification de GPS, c'est Global Positioning System. Donc, c'est une technologie qui se base sur 3 éléments, donc qu'on appelle des segments. Donc, un segment spatial, donc des satellites, donc qui vont se balader autour de la Terre sur des orbites différentes. Un segment de contrôle, donc une base au sol, qui va permettre au satellite de corriger sa trajectoire, de savoir où il est et de corriger sa position par rapport à la Terre, donc qui, elle, c'est toujours la base, c'est toujours où elle est, et elle permet d'aligner les satellites. Et aussi un segment utilisateur, donc toi, moi, et mon appareil magique. Donc, tout ça, ça va permettre de récupérer des infos, 3 infos, en fait, des coordonnées en 3D, donc en longitude, en latitude et en altitude, une vitesse de déplacement, puisqu'il va nous suivre avancer et donc il va pouvoir estimer une vitesse. Et aussi, pour pouvoir calculer une vitesse, il faut
du temps, et donc il est capable de nous fournir une date et une heure. Et donc, à partir de ça, il faut imaginer que on va avoir une galaxie de satellites qui tourne en orbite autour de la Terre, et c'est grâce à ces satellites-là qu'on va pouvoir calculer notre position. À savoir que le calcul d'une position sur la Terre à partir de satellites, c'est un calcul de trilatération. Donc on va utiliser 3 satellites au minimum pour pouvoir se repérer. Et en fait, on va calculer la distance entre le satellite et nous pour pouvoir calculer. Et donc le croisement de 3 satellites nous donne le point où on se trouve sur Terre. À savoir que 3 satellites, c'est vraiment le minimum et ça n'est pas forcément précis. On commence à avoir de la précision au 4e, et plus on ajoute de satellites, plus on sera précis. Ouais, souvent dans les GPS des voitures, on voit qu'il y a marqué 7, 9 satellites. Voilà. Plus on en a, plus c'est fiable, et plus la précision sera grande. Mais le minimum, c'est 3. Donc à savoir que, je vous ai dit, le GPS, Global Positioning System, en fait, c'est le premier système américain de positionnement satellite qui a été créé. Il est donc créé dans les années 1970, donc en 1973 exactement, et donc il a été opérationnel à partir de 1995. Il faut savoir que la constellation du GPS, c'est uniquement 30 satellites, avec 6 orbites différents qui tournent autour de la Terre, à une altitude moyenne de 20 200 km. Et ouais, mais il est tout seul, parce qu'on parle de GPS tout le temps, en fait. Donc, Alors ouais, on parle de GPS tout le temps, c'est un peu comme on parle de frigo, de sopalin. Voilà, de sopalin ou d'autres choses. C'était le premier, et donc c'est lui qui a donné le nom générique. Mais sinon, il existe d'autres systèmes GPS dans le monde. Donc un premier, un des plus anciens, qui est contemporain du GPS, c'est GLONASS, qui est russe. Donc lui qui a été initié dans les années 80. Ouais, c'était la guerre froide à l'époque, c'était Voilà, qui faisait mieux que lui entre chacun avait le sien. Et donc il a été pareil, opérationnel en 96. Donc il a été plus rapide à mettre en place que le système GPS. Sauf que suite à la fin de la guerre froide, à la dépression un peu en Russie, le système a été aussitôt déprécié, dégradé. Donc il n'a pas été très opérationnel entre 1996 et 2003. Et il a été de nouveau 100% opérationnel dans les années 2010. Il faut savoir que GLONASS, lui, c'est seulement 24 satellites qui tournent dans sa constellation. Et en fait, il y a plusieurs générations de satellites pour GLONASS, et donc ont des durées de vie différentes. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à maintenir. Il y a des satellites qui ont une durée de vie très courte et d'autres très longue. Donc c'est pour ça que c'était compliqué à maintenir au début, parce que ça demandait beaucoup d'investissement pour envoyer beaucoup de satellites. Et donc eux, ils n'ont que 3 orbites, soit une altitude de 19 000 km. On en a un aussi, qui est pareil, qui est un peu plus récent, qui est Beidou, qui est un système chinois, donc lui qui a été expérimenté dans les années 86, en 83, mais au départ il était seulement fait pour fonctionner au niveau régional, donc il permettait de se localiser pour la Chine, quoi, en fait. Chine. Il aura fallu attendre Beidou 3, donc le dernier en date, qui date de 2020, pour que le système soit mondial. Et donc lui, en gros, c'est un fonctionnement un petit peu différent des deux autres, parce que tout à l'heure, je vous parlais de 2, de 4, de 8 orbites, pour les différents, pour GPS ou pour GLONASS. Lui, en fait, il va utiliser plusieurs orbites différents. Il aura des satellites en orbite géosynchrone, c'est-à-dire qu'ils sont à 36 000 km autour de la Terre, et ils tournent à la même vitesse que la Terre. Donc il reste toujours au même endroit. Donc il reste toujours au même endroit par rapport à la Terre. Il aura aussi des orbites sur des orbites géosynchrones. Donc là, ils sont pareils, à 36 000 km, mais ils ne tournent pas à la même vitesse que la Terre. Ils tournent plus. Et après, il y a aussi 3 orbites moyennes. Donc là, moyenne, quand même, on va dire ça vite fait, 22 000 km. Oui. Voilà. Ça en fait du monde là-haut quand même pour toi. Ouais, ça en fait du monde. Et surtout, ce système-là, on peut le connaître aussi sous le nom de Compass en anglais. Et nous, en Europe, on en a un qui est vraiment le dernier né, qui s'appelle Galileo, qui est né en 99, donc qui a été initié en 99 par l'Europe, et qui a commencé à être créé en 2003, donc avec les premiers lancements, les premiers satellites vraiment opérationnels de Galileo sont arrivés en 2016, et il faut savoir que le système est pleinement opérationnel depuis cette année, depuis 2025. Ah ouais. Donc lui, tout récent. Oui, tout récent.
il obtient, donc lui, il a 32 satellites qui sont répartis sur 4 orbites à une altitude de 23 000 km. Ouais, je vois 23222, c'est quand même vachement précis. Quand même. Ouais, c'est très précis. Alors pourquoi il faut être aussi précis? En fait, on va le voir. C'est qu'en fait, ça fait quand même beaucoup de monde. Ouais. Donc là, on a une représentation en fait, des différents satellites. Donc on a, GPU, en bleu, c'est le GPS, en rouge, c'est GLONASS, en jaune, c'est Beidou, en vert, c'est Galileo. Et si vous voulez une comparaison, pour quelque chose que tout le monde peut voir, savoir que la station ISS, elle se situe à 400 km au-dessus de la Terre. Donc vous imaginez, les GPS sont bien plus loin, et donc il y a l'intérêt de pouvoir les mettre sur des orbites différentes, et chacun à des altitudes différentes, c'est d'éviter les collisions et d'avoir des problèmes. Ok. Bon, maintenant qu'on sait comment se localiser, qu'on sait comment y aller, qu'on sait... il faut qu'on récupère les données, etc. Et donc, pour ça, il y a des outils qui nous permettent d'utiliser ces données GPS, je pense. Dans les outils, je pense que tout le monde connaît... Si je monte juste... J'avais mis le texte en dessous. Donc, Google Maps, on l'a tous au moins utilisé une fois. Il est utilisé dans plein de choses. Il y a par exemple du GeoGuessr pour les jeux. Il y a plein d'outils qui utilisent Google Maps. Ce qui était cool, c'est qu'il a mis aussi Street View qui nous permet de visualiser quand on veut acheter une maison ou autre, c'est pratique. Ou quand on veut se garer, quand on a un logement ici à Niort pour savoir où est-ce qu'on peut se garer. Et donc lui, en fait, Google Maps, c'est pas Google qui l'a créé en fait. À la base, c'est une start-up qui a été rachetée en 2004, qui est une start-up australienne. C'est un peu comme, en fait, au départ, je pensais que Google Maps découlait de Google Earth. Et en fait, non, Google Earth, c'était une boîte allemande qui a été créée avant aussi, et qui a été rachetée par Google, et qui était une autre techno en fait. Et donc Google en 2004 a racheté cette start-up de cartographie et l'a déployée mondialement en 2006 pour les premières fois qu'on a utilisé Google Maps. Un des plus vieux, je pense que tout le monde a entendu au moins ce nom. Perso, moi qui avais 20 ans en 2002, j'avais mon petit Pocket PC avec une version frelatée de ce logiciel qui est TomTom. TomTom, en fait, c'est une boîte qui a été créée en 91, donc c'est quand même assez vieux sur les termes de cartographie pour le déplacement. C'est toujours dans des voitures. Et donc, c'était une société hollandaise. Et les Hollandais, si je ne dis pas de bêtises, sont toujours très précurseurs sur tout ce qui est carto, en fait. Oui. Et donc, en 2000, est devenu le TomTom Navigator, qui était vraiment un petit device qu'on pouvait aussi acheter, qu'on pouvait mettre dans les voitures, etc., qui permettait de se déplacer d'un point A à un point B. Et c'était la révolution, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus vieux d'entre nous, on avait les grands atlas routiers dans les voitures, en fait, où il fallait qu'on se repère, etc., en temps et en heure, sinon on se faisait engueuler par son père ou sa mère pour dire... C'est surtout des grandes engueulades. Ouais, des grandes engueulades. Oui, c'est ça, pour dire où est-ce qu'on en est qu'on est passé par tel endroit, où est-ce qu'on peut s'arrêter, etc. C'était un peu compliqué. Et si l'atlas n'était pas à jour, c'était pareil. Donc là, en fait, avec la révolution de ça, on mettait à jour des cartes SD pour les nouvelles maps, etc., des mises à jour. Donc, en gros, TomTom est un des précurseurs de toutes ces technologies-là. Le plus utilisé, je pense qu'on l'a tous eu sur notre téléphone, ou on l'a tous encore, c'est Waze. Waze, en fait, a été créé en 2006 en Israël et a été... alors, ça veut dire Way plus Maze, en fait, donc chemin plus labyrinthe, et ça a été racheté par Google en 2013. Donc, le côté communautaire a énormément pris, c'est ça qui a pris des parts de marché sur TomTom ou autre, c'était le côté un peu communautaire, où il y avait le signalement des radars aussi, il y avait le signalement d'accidents, et c'est toujours très utilisé pour ça. Et aussi le calcul de quand il y a des bouchons qui recalculent en temps réel les optimisations de trajet, etc. Et puis, on a des challengers, en fait, à tous ces systèmes-là qui sont un peu moins connus, mais qui, comme l'a dit tout à l'heure Brice, en fait, sont utilisés par d'autres outils. Par exemple, si je vous montre ce logo, je pense que ça ne parle pas beaucoup de monde. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce logo? Ok, cool. Ouais, 2, 3 personnes. Ouais, vrai, avec les spots, c'est un peu compliqué. Donc, c'est OpenStreetMap, en fait. Il a été créé en 2004 par Steve Cost. Donc, c'est une solution libre. Et puis, vu que ça me prenait bien, etc., il ne voulait pas que ça dépende que de lui non plus. En 2006, il y a une fondation qui a été créée. Et donc, les gens mettent à jour les cartes, tout ça. Et donc, en fait, par exemple, Plan
utilise OpenStreetMap sous le capot pour la cartographie, pour se mettre à jour. Le fond de plan, là, les routes. Ouais, oui, non, mais plan, l'application plan. Oui, l'application plan, elle oui. utilise tout ce qui est produit par C'est OpenStreetMap. C'est ça. Il y a plein d'outils qu'on va en parler un tout petit peu après, qui sont pareils, qui utilisent OpenStreetMap. Donc, c'est collaboratif. On peut mettre des points d'intérêt, on peut mettre tout ça. Il faut savoir que on peut avoir quelques petites incohérences. Par exemple, moi, là, je travaille pour un client qui fait une application de randonnée. Et en fait, il y a des chemins où, sur les chemins qu'on a, on peut mettre une sorte de niveau de difficulté de la randonnée. Et il y a une randonnée que j'ai calculée qui était vraiment impossible parce qu'en fait, le chemin, il était comme ça, à pic, en fait. Donc, il fallait de l'escalade. Et en fait, sur la valeur hiking de la route, c'était marqué 0. Donc, en gros, c'est pépouze, tu peux y aller limite en talon, ça peut marcher. Et en fait, pas du tout. En fait. Donc, il faut faire un peu attention à ça. Et ce qui est pratique, par contre, c'est qu'on peut le corriger. C'est collaboratif. Et puis, il y a des solutions aussi orientées business. Donc, en fait, il y en a un qui est très connu en France, qui est Esri, qui fait ArcGIS comme solution, par exemple, entre autres. On a des solutions qui sont open source, qui sont Graphhopper, par exemple, pour l'application qu'on verra un petit peu plus tard. J'ai Graphhopper sur ma bécane avec qu'on appelle ça déjà, le pack avec toutes les cartes, les POI, tout ça là. Les PBF, voilà. Ouais. On a Mapbox qui fournit un peu aussi des cartographies comme OpenStreetMap. Vous avez, je pense, pour ceux qui font du front, il y a du leaflet, il y a un peu toutes ces technos-là qui nous permettent d'afficher des cartes et faire des manipulations dessus. Et donc pour conclure, en fait, merci TomTom pour ton blabla. On va taper le boss maintenant ? Ouais. On y va, c'est parti. Ok, attends, merde, j'ai plus de popo de soin. On peut aller faire un itinéraire, s'il te plaît, qui va chez le marchand de pieds. On va aller au boss après ? Eh bien, maintenant que tu sais, pas de souci, tu peux le faire. Ouais, tu sais, j'ai toujours un peu peur avec la magie quand même. Tu penses que ça va le faire ? Allez, vas-y. Ok. Donc ça, c'est ton objet magique. Donc, ok. Et ça marche comment en fait ? Je lui dis que si je veux aller à pied ou en charrette, c'est ça ? C'est ça. Bah écoute, on va essayer de faire un itinéraire à pied d'ici pour aller au boss qui est au donjon en centre-ville. Et puis, ouais, on passe par le marchand. Donc, vas-y, calcule-moi l'itinéraire, s'il te plaît. Ok, il m'affiche un itinéraire. Donc, on a pour 3 km et on va mettre à peu près 39 minutes, on va dire, grosso merdo. Après, avec moi qui vais râler tout le temps et qui va marcher, ça va faire 1 heure, je pense. On va peut-être faire de la charrette. Ouais, je préfère, s'il te plaît. Mets-moi de la charrette. Ok, donc vas-y, calcule-moi, s'il te plaît. Ok, donc là, j'ai un autre itinéraire qui est apparu. Et en effet, on va mettre plus que 12 minutes en charrette et on a un peu moins de distance. Donc, en fait, là, les algos qui ont été utilisés, c'est du Astar, comme on a vu tout à l'heure, sur un produit open source qui s'appelle Graphhopper, dans lequel on va lui injecter des zones géographiques. Alors, ces outils-là sont super pratiques. Par contre, ils sont très ramivores, on va dire. En fait, par exemple, si vous voulez mettre l'Europe, il faut à peu près 128 gigas de RAM pour que ça puisse tourner correctement. Parce qu'il faut tout indexer, tout plein de nœuds, etc. En fait, il faut savoir que chaque virage, chaque courbe est découpée en ligne droite. C'est lourd. Donc c'est très lourd. Ça, voilà. Donc il y a tout ça. Donc là, c'est sur une petite zone. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est découpé jusqu'à limite au département. Et là, on a un autre outil qui est un serveur de tiles, donc qui sont les cartes qui permettent de zoomer, etc. Dézoomer. Normalement, si j'appuie, je peux zoomer en fait. Et donc là, on voit bien qu'on est à ici, là, à Noron. Et donc, le marchand de popo, il est en centre-ville, à la taverne. Et ensuite, le donjon, il est là. Et on voit que les chemins sont bien différents de l'un à l'autre. Bah écoute, allez hop, on y va, en avant pour l'aventure. Ouais, en route pour l'aventure. Ouais. À toi ? Non, t'as pas dit on n'y résiste pas. Oh, non, je résiste plus. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre attention. L'outil qu'on a utilisé, c'est Slidesk. C'est un petit outil qui est super bien pour faire vos slides as code, parce que les slides as code, c'est la vie. Les graphes qu'on a fait sont faits avec Mermaid.js aussi. Voilà. Et puis, merci au DevQuest pour nous avoir accueillis. Merci à vous. Et puis... Merci à toi pour ce magnifique thème Slidesk. Merci à toi d'avoir fait ce talk avec moi. C'était cool.
Les feedbacks, comme vous avez dit Alan avant ou dans les autres confs aussi avant, c'est vachement important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer et puis pour avoir l'occasion d'en redonner d'autres. Et c'était la première de Brice en tant que speaker, donc je l'applaudis beaucoup parce qu'il s'est bien débrouillé. Merci. Merci à vous.